l'Institut français pour parler. Oui, c'est la première fois. Merci beaucoup. Modération par M. Kondo. Moi, je prendrai les questions dans la salle. Sur Slido. Non, non, c'est toi. Bonsoir, bienvenue à tous. Je suis Éric Hioret, attaché de coopération pour le français universitaire à l'ambassade de France au Japon et à l'Institut français du Japon. Bienvenue à l'Institut français. Quelques points sur cette conférence qui se tient à partir de 18h30. Nous recevons aujourd'hui Madame Valérie Niquet sur la question du défi stratégique dans l'espace Indo-Pacifique, avec une modération de Monsieur Daisuke Kondo, que je remercie. Avant de laisser la parole à Madame Frédérique Penilla, quelques indications sur les aspects techniques et sur le déroulement de cette conférence. Cette conférence va se dérouler en 2 temps. Dans un premier temps, Madame Niquet exposera cette conférence sur l'Indo-Pacifique. Ensuite, Monsieur Kondo prendra les questions pour animer cet échange. Pour les personnes qui sont présentes dans la salle, vous pourrez poser vos questions, lever la main et j'assurerai le passage de micro. Les personnes qui sont en ligne, qui nous suivent depuis YouTube, peuvent scanner le QR code qui est visible à l'écran et pourront poser directement leurs questions via l'application Slido. Qui sera ensuite retransmise et cette question sera ensuite retransmise à Monsieur Kondo, qui pourra ensuite la poser à Madame Niquet et animer cette conférence. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne conférence et je laisse la parole à Madame Frédérique Penilla, directrice de l'Institut français. Bonsoir à tous, chère Valérie Niquet, cher Kondo Daisuke, mesdames et messieurs, bienvenue à l'Institut français de Tokyo. バレリー・ニケ様、近藤大輔様、皆様こんばんは。
東京日仏学院にようこそおいでくださいました。Donc, je suis la directrice de cet institut et je suis ravie de vous accueillir ici pour cette conférence exceptionnelle. 東京日仏学院院長のフレデリック・ペニアと申します。本日は当院にてこのような特別な講演会を開催でき、大変嬉しく思っております。Exceptionnelle car nous avons la chance de bénéficier de l'expertise d'une chercheuse française, éminente spécialiste de l'Asie, Madame Valérie Niquet, pour nous apporter son éclairage sur les défis stratégiques de l'espace Indo-Pacifique et leurs implications. Je tiens tout d'abord à la remercier chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. 特別と言いますのは、アジア研究の著名な専門家であるフランス人研究者バレリー・ニケ氏にその深い専門知識により、インド太平洋地域における戦略的課題及びその影響について解説していただけるまたとない機会だからです。まずはニケ氏に本日の講演会へのご出演についてご快諾いただきましたことを御礼申し上げます。J'adresse également mes très vifs remerciements à M. Kondo Dasuke, rédacteur en chef adjoint de Gendai Business de Kodansha, qui a bien voulu modérer cette conférence. Sa présence et son expertise enrichiront nos échanges et nous aideront à approfondir notre compréhension de ces nouveaux enjeux. また本日の司会をお務めいただく講談社現代ビジネス編集次長近藤大輔氏に感謝申し上げます。近藤氏のご参加により意見交換がより内容豊かなものとなり、私たちがこの新たな課題について知識を深めるのを助けてくれるでしょう。Après la période que nous avons vécue à l'échelle mondiale, marquée par la pandémie, la distanciation, voire le distanciel, ce nouveau mot qui est apparu dans nos vocabulaires, je me réjouis que nous puissions reprendre depuis quelques mois des événements en présentiel, tout en conservant possible la participation en ligne, comme c'est le cas ce soir. 新型コロナウイルス感染症により世界規模でソーシャルディスタンスやオンライン開催が要求された期間を経て、数ヶ月前からオンラインでの参加も残しながら対面でのイベントを再開できたことを嬉しく思います。フランスと日本の文化的、教育的、知的なつながりを強化するには、この距離的な近さと交流と議論のための親密さが必要です。Nous avons en effet besoin de cette proximité, de l'intimité, je dirais presque de l'échange et de la discussion pour renforcer nos liens, les liens culturels, éducatifs et intellectuels entre la France et le Japon. もう一度ちょっと繰り返しになりますが、フランスと日本の文化的、教育的、知的なつながりを強化するには、この距離的な近さと交流と議論のための親密さが必要です。Le thème de cette conférence, défis stratégiques dans l'espace Indo-Pacifique, quelles implications pour la France et le Japon, résonne aujourd'hui dans l'actualité que nous connaissons. Cet espace est devenu en effet un point focal de grande importance dans les relations internationales, avec des enjeux géopolitiques considérables pour la France et pour le Japon, mais aussi pour le monde. 今回の講演会のテーマ、インド太平洋地域における戦略的課題、フランスと日本への影響は、今日私たちが耳にするニュースと呼応するものです。この地域はフランスと日本だけでなく世界にとっても地政学的に大きな利害を伴う国際関係において非常に重要な焦点となっております。L'intervention de Valérie Niquet est donc une opportunité rare. Elle promet d'être enrichissante, stimulante pour approfondir notre compréhension des dynamiques à l'œuvre dans la région. Elle sera suivie d'une séance de questions-réponses, comme le disait Eri juste à l'instant, au cours duquel vous serez invité à poser des questions et à faire part de vos commentaires ou de vos observations. この度のバレリー・ニケ氏の講演は大変貴重な機会であり、この地域に働いている力学についての私たちの理解を深め、豊かで刺激的なものとなるでしょう。講演に続いて質疑応答が行われますので、ご質問やコメント、ご意見がございましたら、ぜひご発言ください。Je remercie évidemment tous les participants, qu'ils soient présents ici ou qu'ils nous rejoignent en ligne, pour leur intérêt pour cette conférence. Cela fait du sens pour nous. Ceci aussi témoigne de l'importance que nous tous accordons à la marche du monde, à ce qui, dans celle-ci, pose question et fait débat. À tous, je souhaite une très belle soirée. 会場でご参加の方、オンラインでご参加の方、皆様、本日の講演会にご関心いただき誠にありがとうございます。
皆様のご関心により、私たち全員が世界の動向、そしてその疑問点と争点について注視しているということがわかります。皆様、素敵な夜をお過ごしください。Je vous remercie. Arigatou gozaimasu. Oui, mais en fait, c'est plus simple pour moi, si c'est possible. Très bien. Écoutez, d'abord, je voudrais remercier l'Institut français à Tokyo de me donner l'opportunité d'être ici, présente, pour parler effectivement d'une thématique dont on parle beaucoup, que ce soit en Europe, en France, ailleurs dans le monde, et bien entendu au Japon. C'est cette idée d'Indo-Pacifique où il se passe énormément de choses et qui pose beaucoup de questions, y compris pour la relation bilatérale franco-japonaise. Alors tout d'abord, quelques éléments, je vais quand même essayer de regarder ma montre pour ne pas déraper trop dans le temps. N'hésitez pas à m'interrompre si... voilà. Et donc, tout d'abord, quelques points que tout le monde connaît, mais c'est toujours utile de les rappeler. L'Indo-Pacifique, c'est une zone exceptionnellement vaste et qui va, selon les définitions géographiques, tout le monde n'est pas parfaitement d'accord, mais en gros, qui va de l'Afrique, plus ou moins profondément sur le continent africain, d'ailleurs, selon les positions de chacun, jusqu'au Pacifique, donc, y compris, et je reviendrai dessus, bien entendu, tous les territoires français qui font de la France une puissance vraiment ancrée dans la région, que ce soit dans l'océan Indien ou dans le Pacifique. Par ailleurs, c'est l'importance de cet espace Indo-Pacifique. On en parle beaucoup aujourd'hui, beaucoup d'un point de vue stratégique, mais ça n'est pas non plus nouveau. Je suis en train de préparer avec une collègue, Marianne Perron-Doise, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. On est en train d'écrire un livre sur l'Indo-Pacifique. Et donc, on partage les chapitres et j'ai travaillé sur le chapitre introductif qui rappelle cet espace d'échange extrêmement ancien qui remonte au 1er siècle de notre ère, en fait, et qui a été dominé à la fois par les Arabes, avant même l'islam, bien entendu, une très grande présence des pays d'Asie du Sud-Est qui jouaient un rôle essentiel déjà dans le détroit de Malacca, et donc on en parle encore aujourd'hui, des empires extrêmement riches, justement, qui fondaient leur richesse sur ces échanges, et puis des échanges intraculturels très très importants, la Chine arrivant également un peu plus tard dans ces échanges-là. Donc c'est un lieu d'échange. Romain Bertrand, je crois, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, sans parler des grandes découvertes, bien entendu, mais on a pu parler de la première globalisation du monde, en fait, autour de cet espace Indo-Pacifique, puisque progressivement, les échanges se sont étendus à la fois culturels, commerciaux, à tout l'espace, mais aussi progressivement à travers l'Atlantique. Et donc, c'est vraiment le cœur de cette première globalisation. C'est très important. C'est très important aussi de le garder à l'esprit pour comprendre la diversité et la richesse et la complication parfois des enjeux auxquels on est confronté dans cette zone, encore une fois, très étendue. Alors évidemment, ce à quoi on pense aussi beaucoup avec l'Indo-Pacifique aujourd'hui, et surtout dans son versant Pacifique, Asie-Pacifique, mais pas uniquement, c'est que c'est là aussi que se situe la croissance mondiale. L'ensemble Indo-Pacifique représente 70% de la croissance mondiale, avec la Chine qui reste très en tête, mais suivie par l'Inde. Et puis, il ne faut pas oublier l'Afrique, qui joue un rôle justement en raison des matières premières et évidemment très imbriquée avec la croissance chinoise. Mais enfin, c'est une zone qui est extrêmement dynamique et c'est là que se trouve encore aujourd'hui la croissance mondiale en dépit des ralentissements que la zone a également connus à la suite du Covid, par exemple. C'est là aussi que s'effectue aujourd'hui encore 60% de la totalité des échanges commerciaux dans le monde transitent par cette zone de l'Indo-Pacifique. Donc, c'est une zone absolument vitale. Pour l'Union européenne, par exemple,
c'est 70% du commerce mondial, du commerce de l'Union européenne avec le reste du monde, se fait avec les pays qui bordent cette zone, évidemment beaucoup sur le versant pacifique. Et puis, c'est aussi 60% des investissements directs de l'Union européenne dans la région. Et je rappellerai, ce que beaucoup ne connaissent pas, parce qu'on parle beaucoup du rôle de la Chine, par exemple, en Asie du Sud-Est, l'Union européenne est aujourd'hui et demeure depuis longtemps le premier investisseur en Asie du Sud-Est. C'est quelque chose qui surprend même quand on en parle dans la région. Donc le rôle de l'Union européenne dans la région est absolument essentiel, mais même si évidemment quand on se focalise sur les échanges commerciaux, c'est bien entendu la Chine qui domine. Et enfin, dernier point, enfin pas dernier point de mon exposé, mais enfin d'introduction, l'intérêt, la perception de l'Indo-Pacifique comme une zone importante ne date pas de ces toutes dernières années. Elle est plus ancienne. Et là aussi, c'est important de voir les raisons de cet intérêt, comment ça a émergé. Alors, côté chinois, je rappellerai que Xi Jinping, l'actuel président chinois, est arrivé au pouvoir à la tête du Parti communiste, donc ce qui signifie en fait le pouvoir en Chine. En 2012, il est devenu président pour la première fois en 2013 et il a lancé son grand discours des routes de la soie, maritime et terrestre, mais là, c'est la version maritime qui nous intéresse, en 2013. Et donc, c'est vraiment autour de ça qu'a commencé aussi à se focaliser une réflexion sur le rôle de la Chine dans l'Indo-Pacifique et à renforcer cet intérêt pour cet espace qui, encore une fois, de lui-même, a un intérêt très important, y compris pour l'Union européenne ou la France. Mais les origines du concept, de ce concept d'Indo-Pacifique, d'élargissement à l'Indo-Pacifique, prédatent les projets de route de la soie de Xi Jinping. Et c'est Shinzo Abe, l'ancien Premier ministre japonais, qui en 2007, devant le Parlement indien, a parlé pour la première fois de la confluence des deux océans. Il citait un auteur indien du XVIIe siècle, je crois, le Pacifique et l'océan Indien, pour conjuguer une dynamique commune de, je le cite, de liberté et de prospérité. Donc ça date vraiment de 2007 et ça vient du Japon. Ça n'est pas un hasard. Le Japon est confronté à l'émergence d'une Chine qui l'inquiète depuis de nombreuses années. La Chine a construit une partie de sa légitimité en opposition à la réémergence d'un Japon puissance normale qui pourrait apparaître comme un concurrent. Donc il y a à la fois une très grande imbrication des intérêts économiques entre le Japon et la Chine, mais c'est vrai que depuis les années 90, les années 2000, plus encore les années 2010, la Chine a eu tendance à focaliser une partie de son discours nationaliste, par exemple, face au Japon. Et en réaction, on a vu émerger au Japon la volonté de réfléchir plus large, au-delà de l'alliance avec les États-Unis, de se tourner vers d'autres, à commencer par, dans un premier temps, l'Inde. Et puis ensuite, lorsqu'il est revenu au pouvoir après quelques années, Shinzo Abe a renouvelé cette idée de l'Indo-Pacifique en élargissant la thématique avec celle des valeurs communes et surtout avec le fameux terme qu'on entend aujourd'hui tout le temps, qui est de Free and Open Indo-Pacific, l'Indo-Pacifique libre et ouvert, qu'il a prononcé à la 8e conférence TICAD, c'est les conférences pour les investissements japonais en Afrique, à Tokyo. Il a répété à nouveau à ce moment-là que le Japon a la responsabilité d'encourager le rapprochement entre les océans Pacifiques et l'océan Indien, entre l'Asie et l'Afrique, pour le transformer dans un lieu, un espace qui accorde une grande importance à la liberté, aux valeurs de liberté, de rule of law, de règles de droit, d'économie de marché également, qui soit libérée de toute coercion et qui soit prospère. Donc tous les éléments sur l'Indo-Pacifique libre et ouvert, qui est au cœur aussi de la réflexion au Japon, on le trouve déjà dans ce discours de Shinzo Abe. Ensuite, le concept a été repris aux États-Unis, c'était sous Trump, et on y fait depuis constamment référence. Et ce concept est évidemment encore aujourd'hui au cœur de la stratégie de sécurité nationale du Japon,
À la fois, il y avait la version en 2013 qui parlait uniquement, par exemple, d'un océan stable et ouvert, donc c'était moins développé. Et puis, évidemment, dans les 2 derniers textes qui ont été publiés en décembre 2022, vous savez que le Japon a publié une série a réactualisé sa stratégie de sécurité nationale et sa stratégie de défense nationale. Ça a été publié donc au mois de décembre 2022, et la réflexion sur l'Indo-Pacifique libre et ouvert et les valeurs sur lesquelles il s'appuie est au cœur de ces 2 textes. Alors, en Europe, côté européen, on retrouve aussi cette dimension en fait géopolitique. Bien que, comme je l'indiquais tout à l'heure, la dimension économique est très importante, mais on assiste à un basculement progressif du purement économique dans les relations avec l'Asie, l'Asie-Pacifique, l'Indo-Pacifique, qui était au cœur en fait des relations de l'Union européenne avec les pays de la région, à une réflexion qui est beaucoup plus géopolitique et même stratégique. L'élaboration de la stratégie de texte véritablement sur une stratégie indo-pacifique est plus récente qu'au Japon. C'est la France qui a lancé cette réflexion, il ne faut jamais l'oublier, en raison notamment de sa présence dans la région. Elle a été suivie par l'Allemagne, les Pays-Bas, et puis ensuite en 2021 par une stratégie de l'Union européenne pour une coopération dans l'Indo-Pacifique. Pour la France, en ce qui concerne la France directement, déjà à la fin des années 2000, en 2008, le livre blanc de la défense commençait à se tourner un peu plus vers les espaces larges du Pacifique ou de l'Indo-Pacifique. Et en 2018, il y a eu le discours du président Macron en Australie, qui a été suivi par la publication par le ministère de la Défense, c'est ça qui est intéressant dans un premier temps, d'une stratégie de défense française pour l'Indo-Pacifique. Donc tout d'un coup, ça prenait une nouvelle importance, et évidemment, c'est aussi lié avec la montée d'une perception de tension et de la nécessité d'y répondre dans la région. Ensuite, le ministère des Affaires étrangères a également publié son document sur l'Indo-Pacifique, une priorité pour la France, donc une volonté ferme et clair d'affirmer le fait que pour la France, cette zone n'était pas loin de ses préoccupations. Et en 2021, il y a un nouveau document très long, très développé, beaucoup plus que les autres documents publiés en Europe, qui fait actuellement 78 pages, et qui a été actualisé en 2022, et qui s'appelle « La stratégie de la France dans l'Indo-Pacifique », et qui a toute une série de volets extrêmement complémentaires, qui n'est pas uniquement consacré aux questions militaires ou de défense, qui est très large, et qui montre bien l'ancrage de la France, de son intérêt et de son ancrage matériel dans la région. Pourquoi donc cet intérêt qui monte ? D'abord, comme je l'indiquais, il y a ces intérêts économiques, hein, évidemment. C'est là que se trouve le cœur de la croissance mondiale et des échanges. Il n'est pas question de se détourner de cette zone-là. C'est surtout là aussi que s'effectue l'essentiel du passage, du commerce, du trafic maritime entre l'Asie et l'Europe. Mais au-delà de ces intérêts économiques, qui sont une problématique commune au monde entier, il y a évidemment le fait, je le rappelle, mais tout le monde le sait normalement, la France est une puissance souveraine de l'Indo-Pacifique. Il y a 2 millions de citoyens français dans la zone, donc l'essentiel dans les territoires français de la région. Il y a 7 des 13 territoires d'outre-mer qui se situent dans l'océan Indien ou dans l'océan Pacifique. La France, ça surprend aussi parfois, mais la deuxième zone économique exclusive dans le monde en raison de ces espaces, et 96% de cette zone économique exclusive se situe dans cet ensemble Indo-Pacifique. Et puis, il y a également 5 commandements militaires intégrés, 7000 personnels qui sont là en permanence. Et donc, c'est ce qui fait, ça c'est un point important, la spécificité de la France par rapport aux autres pays de l'Union européenne et du Royaume-Uni. La France y a un intérêt direct et permanent. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là en fonction de décisions politiques qui peuvent changer. La France est présente dans ces 2 océans, l'océan Indien et l'océan Pacifique, sans même parler des choix politiques qui peuvent être faits à Paris. Donc maintenant, si on regarde les enjeux stratégiques dans la région auxquels le Japon et la France font face et qui sont mentionnés dans leurs documents respectifs.
Je voudrais juste mentionner quand même, on a longtemps mis l'accent sur ce qu'on appelait des risques, les nouveaux risques ou les risques globaux, moins traditionnels. Et je voudrais quand même les mentionner parce qu'ils sont aussi au cœur de la réflexion qu'on mène sur les actions qu'on peut mener, notamment en commun avec le Japon, dans la zone Indo-Pacifique. Il y a d'abord le changement climatique qui est absolument essentiel. J'étais au dialogue Shangri-La au début du mois de juin à Singapour. Et il y avait la présence de représentants d'États insulaires et de petits États du Pacifique qui ont fortement insisté sur cette dimension. Pour eux, c'est absolument vital. Et le rôle des puissances, des grandes puissances ou moyennes puissances ou puissances régionales, c'est vraiment de comprendre, de les entendre et de participer à la réflexion qui peut être menée autour de cette question du changement climatique. Et ça fait partie des points essentiels de la stratégie de la France pour l'Indo-Pacifique. Il y a également les trafics qui n'ont pas disparu dans des espaces qui sont immenses, très difficiles à contrôler, que ce soit les espaces, les zones économiques exclusives françaises ou japonaises, mais également pour contribuer à la sécurité des pays de la région qui, eux aussi, ont des espaces immenses à contrôler et avec beaucoup moins de moyens pour la faire. Et quand je parle de trafic, c'est aussi trafic d'armement, trafic d'héroïne dans l'océan Indien qui a tendance à augmenter, et puis la prolifération, avec les risques de prolifération, y compris d'armements de destruction massif, avec les transferts maritimes, par exemple, illégaux, qu'il s'agit de surveiller. La pêche est également, la pêche illégale ou alors non régulée, le pillage des ressources halieutiques, c'est aussi un enjeu majeur de cette région-là, qui appauvrit les pays qui sont les moins capables d'assurer leur sécurité en la matière. Je rappelle que 70% de la pêche mondiale, ça se fait dans l'espace de l'Indo-Pacifique. Et on a également, alors je mentionne là encore le rôle de la Chine, qui est particulièrement active dans ses activités illégale ou semi-légale, en raison notamment de sa consommation de poissons, mais également du tonnage absolument massif de sa flotte. Donc ça, c'est un enjeu très important. Et la piraterie qui n'a pas non plus disparu dans la région, que ce soit en Asie ou dans l'océan Indien. Et sur ce sujet, c'est un des exemples, par exemple, des coopérations avec le Japon, entre le Japon et l'Union européenne, autour de la mission Atalante, par exemple, où il y a souvent des exercices communs qui se font autour de la question de la piraterie. Et enfin, il y a un autre élément qu'il ne faut jamais oublier, c'est celui dans la région des catastrophes naturelles, où la France est particulièrement présente, soit dans un cadre bilatéral, soit dans un cadre multilatéral. Il y a eu les cyclones dans le Pacifique récemment. Je rappelle quand même l'action avec le tsunami en Asie du Sud-Est en 2004, où la France a pu être présente à partir de ces territoires du Pacifique. Donc, c'est des éléments il y a d'autres menaces qui semblent plus importantes aujourd'hui, mais ces éléments-là existent toujours en toile de fond. Et c'est souvent autour de ces éléments-là qu'on arrive aussi à développer un dialogue et une coopération peut-être plus facilement. Et donc, on partage en effet là-dessus avec le Japon une vision commune, et notamment aussi sur le rôle du multilatéralisme au niveau régional, même si la multiplication de formats parfois multilatéraux concurrents dans la région rend les choses pas toujours très simples à mettre en œuvre ou à comprendre. Mais enfin, cette dimension multilatérale est importante. Et c'est cette vision aussi commune entre la France et le Japon qui s'exprime par exemple dans le dialogue maritime France-Japon qui a été inauguré en 2019. La deuxième édition vient d'avoir lieu en 2023 et qui est à la fois orientée pour affirmer le droit face à une puissance chinoise qui apparaît comme de plus en plus agressive, mais qui discute aussi de questions environnementales, les enjeux globaux liés au changement climatique, avec des problèmes majeurs, comme par exemple la pollution plastique, qui est absolument essentielle dans cette région, qui prévoit des échanges d'informations, des collaborations en soutien aussi des capacités des pays tiers, et un dialogue avec un volet recherche qui est important entre la France et le Japon sur les affaires maritimes. Mais évidemment, sur cette toile de fond permanente qui n'est pas résolue, il y a une montée des tensions dont tout le monde est parfaitement conscient et qu'on retrouve également dans tous les textes qui sont publiés sur l'Indo-Pacifique, que ce soit au Japon, en Europe, en France ou ailleurs. Et ces tensions
avec une forte composante, en tout cas une composante qui s'accroît fortement, de menaces ou de coercition, de menaces d'usage de la force, que ce soit la force militaire, mais plus souvent aussi ce qu'on appelle les zones grises, qui utilisent des moyens non militaires, mais pour tenter d'exercer des pressions et imposer un changement de statu quo. Et ça, c'est quelque chose qui s'est considérablement développé ces dernières années. Et qui pose des défis nouveaux de positionnement, d'alliance, de coopération, y compris entre deux puissances comme la France et le Japon, où on partage les mêmes valeurs, on partage les mêmes intérêts, mais en termes de priorité et de capacité d'engagement, surtout pour des raisons historiques, les choses sont très différentes. Alors, il y a une menace dont je ne vais pas m'étendre dessus, mais enfin, ce qui m'intéresse, c'est que en lisant les documents publiés au Japon récemment, cette menace ne vient qu'en deuxième position, alors qu'en apparence, elle est quand même très, très active, même si on a un peu tendance à l'oublier, entre guillemets, si on peut dire, c'est celle de la Corée du Nord. On parle beaucoup de la Chine. C'était le centre, par exemple, au G7 récemment. La Chine, l'Ukraine, évidemment, les liens entre la Chine et la Russie sont au cœur des réflexions. Mais la Corée du Nord nous offre depuis plusieurs mois un festival d'essais de missiles balistiques de toutes sortes, ou missiles de croisière, lancement de satellites. Il y a eu par exemple, il y en a eu 68 en 2022, ce qui est considérable. Et depuis le début de l'année 2023, il y en a déjà eu plus d'une dizaine. Donc la Corée du Nord, qui n'apparaît qu'en deuxième position dans les menaces prises en compte par le Japon, par exemple, derrière la Chine, continue ses avancées en matière de prolifération balistique. Elle continue de développer ses capacités nucléaires, même si elle n'a pas, pour le moment, commis de nouvel essai. C'est donc une menace bien réelle. Pour la France, d'ailleurs, c'est un enjeu très important de non-prolifération. Et la France participe très activement à tout ce qui est surveillance des missions, de la mise en œuvre des sanctions votées par l'ONU, et surveille notamment tout ce qui permet de contourner ces sanctions en mer de Chine ou au large de la Corée. Mais très clairement, la menace principale à laquelle ou le défi principal auquel tout le monde pense dans la région, à Paris d'ailleurs, en Europe comme au Japon, sans parler des États-Unis et de l'ensemble des puissances régionales, c'est la Chine. Même si tout le monde est aussi d'accord pour dire qu'il faut maintenir le dialogue. On essaye parfois d'opposer l'Europe, la France qui voudrait dialoguer, et puis les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon peut-être qui serait plus ferme sur la question chinoise. En réalité, quand on regarde ce qui se passe, tout le monde affirme la nécessité du dialogue, y compris M. Blinken qui se trouve en ce moment à Pékin pour justement continuer d'échanger avec la Chine en dépit des tensions. Mais c'est bien la Chine qui constitue le premier facteur de positionnement géopolitique du Japon, ainsi que nombre de ses initiatives en direction de partenaires potentiels dans sa région immédiate. Je pense notamment au Quad, le fameux Quad qui réunit les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde, avec la Chine en ligne de mire. Et au-delà, aussi pour tenter de créer des liens de réflexion en matière de défense avec l'Union européenne, avec les États de l'Union européenne, dont la France. Et la France a un statut particulier qui est celui d'être une puissance militaire qui compte en Europe, capable de projection, et aussi un membre permanent du Conseil de sécurité, et qui possède, comme je le disais tout à l'heure, des intérêts directs et permanents dans le Pacifique. C'est aussi la Chine qui impose à Tokyo de tout faire pour préserver en fait sa véritable priorité stratégique, à mon sens, qui est ne rien faire, ne prendre aucune décision qui pourrait mettre en danger ou diminuer l'engagement des États-Unis dans la région dans le cadre de l'alliance de défense. Toujours présenter cette alliance de défense est au cœur de la sécurité, de la stabilité en Asie. Pour Tokyo, c'est l'essentiel. Le Japon n'a pas les moyens de se défendre seul. Il n'a pas la possibilité de développer ses capacités, même si les choses ont évolué, qui lui permettraient d'assumer sa défense et une véritable dissuasion. Donc pour Tokyo, la priorité, c'est être sûr que les États-Unis, quels que soient les changements politiques d'ailleurs, on a vu que M. Abe avait tout fait pour garder des bonnes relations avec le président Trump, engager les États-Unis dans la région.
Pour Tokyo et pour Paris, donc, le défi chinois ou la menace chinoise est de plusieurs natures. Et ça ne coïncide pas toujours parfaitement, effectivement. Pour la France et l'Europe, il y a la question des valeurs, il y a la question des normes qui sont très importantes, du respect du droit international et des règles de droit, la libre circulation sur mer et dans les airs, tout ça est essentiel. De même que le maintien de la stabilité dans le détroit de Taïwan, parce que s'il y avait une guerre dans le détroit de Taïwan, de toute façon, tout le monde en subirait les conséquences d'une manière absolument dramatique. Et puis, il y a aussi la dimension commerciale, échanges commerciaux, en ce qui concerne la réciprocité, la transparence dans les investissements, et puis la volonté de diversifier aussi les approvisionnements, c'est ce qu'on appelle le dérisking, enfin diminuer les risques d'être totalement dépendant à la Chine, plutôt que le découplage. D'ailleurs, sur ce point-là, je pense qu'on peut partager les mêmes analyses que les Japonais, qui eux aussi n'ont pas tellement envie de découpler totalement leur économie de l'économie chinoise. Mais tout ça donc est vrai pour le Japon, mais pour le Japon, évidemment, il y a des enjeux très importants et très directs qui s'ajoutent, des enjeux de rivalité de puissance régionale, comme je l'indiquais tout à l'heure. Pour Pékin, il est indéniable que l'émergence d'un Japon puissance normale, qui joue un rôle accru et de mieux en mieux accepté comme légitime, y compris sur les questions de sécurité au niveau régional, est difficilement acceptable. Et surtout, il y a évidemment pour le Japon des enjeux très directs de défense qui peuvent tout simplement potentiellement impliquer le territoire japonais. Il y a la question des îles Senkaku. Alors, je reviendrai en détail peut-être dans la question-réponse sur ces points-là, parce qu'on en parle beaucoup, mais on peut développer, mais je ne voudrais pas perdre trop de temps. Il y a la question des îles Senkaku que la Chine revendique depuis les années 70 et qui fait partie du Japon depuis 1895, et où il y a une présence chinoise continue qui mobilise fortement les moyens japonais de garde-côte, mais aussi parfois militaires, avec une volonté du Japon d'augmenter ses capacités de contrôle pour garantir en tout cas pour éviter que la Chine ne tente de s'emparer des îles Senkaku, ou n'impose un changement de statu quo, comme on dit, par la force. Et puis, il y a évidemment la question de Taïwan, avec cette grande question, est-ce qu'il y aura une guerre ou non dans le détroit de Taïwan? J'ai tendance à penser, à être moins alarmiste que certaines déclarations qui sont faites aux États-Unis, non pas parce que la Chine ne veut pas récupérer Taïwan, ça évidemment, il ne faut pas se faire d'illusions sur les ambitions chinoises s'ils pouvaient le faire, mais je pense tout de même que, contrairement à M. Poutine, M. Xi Jinping est entouré de l'appareil d'un parti communiste qui reste solidement ancré, même s'il occupe une place prééminente et s'il a beaucoup de pouvoir. Et le coût serait tel pour la Chine d'une éventuelle tentative d'invasion de Taïwan ou de reprise de Taïwan par la force que, évidemment, ça mettrait à bas tous les projets de développement chinois qui ne sont loin d'être achevés. L'économie chinoise aujourd'hui n'est pas en pleine forme. Et puis surtout, il y a eu ce, entre guillemets, contre-exemple de ce qui se passe en Ukraine, où la Chine a vu qu'envahir un pays, même avec une telle différence en apparence entre la Russie d'un côté et l'Ukraine de l'autre, ça n'était pas simple. Et là, la Chine, pour envahir Taïwan, ou en tout cas pour tenir Taïwan, même si on peut détruire Taïwan avec des missiles, imaginons. Mais ensuite, il faut bien arriver à débarquer, et c'est 200 km de mer à traverser. Je rappelle que le débarquement en Normandie, qui a mis des années à être préparé, c'est 30 km, et à peine. Et ça ne s'est jamais reproduit depuis. Donc, je ne pense pas que la Chine, aujourd'hui, n'ait les capacités militaires d'envahir Taïwan. En revanche, il faut s'attendre à une pression permanente destinée à, entre guillemets, affoler l'adversaire. L'idéal étant pour Pékin que, voulant éviter absolument une guerre possible, Taïwan cède, on n'en prend pas le chemin pour le moment, reconnaisse qu'il n'y a qu'une seule Chine et que Taïwan en fait partie, attend peut-être aussi les élections aux États-Unis en se demandant si on aura un président interventionniste ou non. Donc la Chine va chercher tous les moyens possibles non militaire de, évidemment, affaiblir Taïwan, mais je ne crois pas vraiment à une guerre demain dans le détroit de Taïwan. Mais quand même, s'il y avait une guerre dans le détroit de Taïwan, c'est un défi majeur pour Tokyo, parce que je rappelle que les principales bases américaines dans la région sont au Japon et notamment à Okinawa,
et que donc on imagine difficilement que le Japon ne soit pas directement engagé s'il y avait véritablement un conflit dans le détroit de Taïwan, ce qui pose toute une série d'enjeux pour le Japon, pour l'opinion publique, pour sa capacité d'action, les décisions à prendre, qui ne sont pas résolues en fait aujourd'hui. Donc face à ces enjeux-là, en ce qui concerne où en est la coopération avec la France, alors d'abord, je rappelle on a un dialogue 2+2 très actif entre le Japon et la France, et le dernier s'est tenu il y a quelques semaines, et qu'on fête cette année le 10e anniversaire du partenariat d'exception entre la France et le Japon. La France et le Japon sont également d'accord pour défendre ensemble ce qu'on appelle donc le multilatéralisme dans la région, un ordre international libre et ouvert, fondé sur le droit, sans recours à la force. Donc tout ça, c'est des points d'accord et de développement des échanges qui sont très importants. La France et le Japon, et notamment la partie française, je pense, s'est intéressée aussi à renforcer la coopération militaire entre les deux pays, et avec des projets peut-être un peu plus concrets que ce qui existe aujourd'hui, et notamment la signature d'un accord qu'on appelle accord RAA, Reciprocal Access Agreement, qui est en négociation depuis 2020, mais toujours pas signé, alors que ça a pu être fait entre le Japon et l'Australie, et le Japon et le Royaume-Uni. Donc on en est un peu là dans les échanges concrets. Par ailleurs, je voudrais rappeler que contrairement à ce que certains peuvent imaginer, notamment à Tokyo, il y a de très nombreux exercices militaires conjoints entre la France et le Japon. Depuis le 1er janvier 2022, donc il y a un peu plus d'un an, il y a eu 8 exercices bilatéraux, 2 exercices multilatéraux, plus 2 exercices avec les FAD, les forces d'autodéfense japonaises, en Nouvelle-Calédonie. Donc la présence française, y compris en termes d'exercices conjoints avec le Japon, est très dynamique. Et là encore, ces exercices sont destinés à contribuer à améliorer le fonctionnement, le caractère opérationnel de la coopération, pour mieux contribuer à la paix et à la stabilité dans la région Asie-Indo-Pacifique. Et de même, la France, comme le Japon, refuse toute modification du statu quo par la force ou la coercition, ou la menace d'usage de la force, et rappelle que pour nous aussi, la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan sont des éléments très importants pour la sécurité et la prospérité de l'ensemble de la communauté internationale. Je rappelle aussi que si on met de côté les États-Unis, qui une fois ont été accompagnés par le Canada, la France est également le seul pays européen, et y compris le Royaume-Uni, qui effectue des passages réguliers dans le détroit de Taïwan et en mer de Chine méridionale. Lorsque le porte-avions britannique s'est rendu dans la région il y a quelque temps, il a longé Taïwan, mais côté Pacifique. Il n'est pas passé par le détroit de Taïwan, par exemple. Donc, il y a quand on regarde les faits, en réalité, la France est extrêmement active pour affirmer ses principes de liberté, notamment de liberté de circulation dans les eaux internationales. Alors, une fois ces points rappelés, il y a évidemment des différences d'interprétation, parfois des discussions. Sur la Chine, la France, en fait, accompagne l'évolution de la politique européenne sur la Chine. Depuis le milieu des années 2010, la politique chinoise de l'Union européenne a considérablement évolué, comme je le disais tout à l'heure, vers beaucoup plus d'attention aux questions de sécurité, en réaction notamment à l'attitude beaucoup plus agressive de la République populaire de Chine elle-même. On a beaucoup entendu parler de la stratégie des loups combattants, qui était particulièrement visible pendant le Covid, de pression commerciale. Donc tout ça, évidemment, provoque des réactions en Europe. Mais sécurité, ça veut dire aussi cybersécurité, plus de surveillance dans les investissements, les transferts de technologie, la sécurité économique. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont très importants pour l'Union européenne aujourd'hui et pour la France dans sa relation avec la Chine. Et on est très loin de la naïveté où, comme je l'entends encore très souvent au Japon, on me dit « oui, mais la France est une amie de la Chine, regardez De Gaulle ». De Gaulle en 1964, la situation géopolitique n'était pas la même. Et je pense qu'on a parfois du mal, sans doute par déficit de communication aussi de la part des experts en France peut-être, à faire comprendre aux experts, en tout cas au milieu d'experts japonais, en quoi la politique européenne et la politique française à l'égard de la Chine a beaucoup changé
depuis les années 2010. J'ajoute que le Japon lui-même est très engagé économiquement et très dépendant de la Chine, puisqu'on a encore aujourd'hui, M. Kondo me le rappelait l'autre jour, j'en étais restée à 40 000 entreprises japonaises en Chine. On en est plutôt à 30 000 aujourd'hui. Le Covid, là aussi, a beaucoup pesé. Il y a une très grande interdépendance des deux économies, certainement beaucoup plus grande que l'interdépendance de l'économie française avec l'économie chinoise, même si, évidemment, les entreprises françaises sont également très impliquées en Chine. Donc voilà, déjà modifier un peu la perception parfois qu'on entend cette erronée au Japon d'un positionnement d'une France qui serait pro-chinoise ou qui défendrait la Chine. Je donnerai un deuxième exemple. Quand on pense à l'entreprise Huawei, donc il y a une forte pression aux États-Unis notamment pour que les pays européens, le Japon et d'autres n'utilisent pas Huawei ou ZTE, qui est une autre entreprise de télécommunications chinoise. Eh bien, le taux de dépendance de la France au matériel Huawei pour la 5G notamment, c'est 17%. Et celui du Royaume-Uni, qui est souvent présenté comme un bon élève en la matière, est à 41%. Donc, en termes de perception, là aussi, il faut parfois redresser un peu des images qui ne sont pas exactes. Et en revanche, contrairement au Japon, c'est vrai, la France n'est pas en première ligne dans l'éventualité d'un conflit avec la Chine. Le Japon, lui, serait directement engagé physiquement. La France serait engagée, comme tout le monde d'ailleurs, puisque les conséquences d'un conflit, notamment dans le détroit de Taïwan, seraient cataclysmiques, mais ne serait-ce qu'au niveau économique, mais le territoire français, en tout cas, on peut l'imaginer, ne serait pas directement menacé. Par ailleurs, et ça c'est une énorme différence, la France possède une capacité d'autonomie en matière de défense dont ne dispose pas le Japon. Et pour qui, encore une fois, pour Tokyo, la première des priorités, c'est de préserver les garanties de sécurité des États-Unis dans la région. Cette incompréhension parfois, ou ce tropisme anglo-saxon qui est très prégnant à Tokyo, il faut le reconnaître, explique aussi pourquoi en Europe, en matière de défense, en fait, à Tokyo, beaucoup préfèrent, on a beaucoup parlé de l'OTAN récemment, et c'est vrai qu'on l'entend souvent quand je discute avec des collègues japonais. Oui, mais pourquoi est-ce que vous parlez d'autonomie stratégique? Pourquoi est-ce que vous voulez avoir votre propre vision, votre propre analyse, défendre vos propres intérêts? Nous, on préfère avoir affaire à un guichet unique qui est l'OTAN. Et c'est pour ça que le Japon attache autant d'importance à cette ouverture de bureaux, être présent. D'ailleurs, c'est assez récent parce que le Japon a mis un certain temps à accepter de s'impliquer autour des discussions sur l'OTAN. Et effectivement, ça peut constituer une pierre d'achoppement dans la mesure où on considère plutôt en France, et je suis plutôt d'accord, que c'est essentiel. Enfin, on peut compter sur les États-Unis, c'est certain, et sur l'OTAN. Mais enfin, on a vu que les choses pouvaient bouger à Washington. Et les Japonais en sont conscients aussi, d'ailleurs. Et donc, la nécessité de réfléchir par soi-même à nos propres intérêts était quelque chose de très important, ce qu'on appelle autonomie stratégique. Mais bon, ça signifie tout simplement réfléchir à nos propres intérêts, mais également, y compris en matière d'industrie de défense. Parce que si les Japonais eux-mêmes essayent aujourd'hui de reconstruire leur industrie de défense d'une manière plus forte, on voit la difficulté qu'ils ont. Ils sont totalement liés, évidemment. Les États-Unis sont leurs premiers partenaires, même s'ils développent d'autres coopérations. Il est certain que l'Union européenne, si elle veut pouvoir répondre à ses propres intérêts, doit aussi préserver une industrie de défense qui peut poser parfois un certain nombre de problèmes. Et enfin, quoi qu'on puisse en penser, ni pour l'Union européenne, ni pour la France, et peut-être d'ailleurs pas non plus pour le Japon, la Chine n'est érigée en effet en menace existentielle, avec l'idée qu'on s'achemine sans pouvoir échapper vers un conflit inévitable. Contrairement à ce qu'on entend parfois aux États-Unis, où l'idée c'est tout ce qui en fait oriente la réflexion aujourd'hui, c'est la rivalité entre la Chine et les États-Unis, avec un problème. Autant je suis absolument favorable à l'idée qu'il faille dissuader la Chine de toute tentative de s'imposer, et je pense que Pékin, dès que la Chine sentira une faiblesse, elle
C'est ce qui pourrait être le plus dangereux d'ailleurs, avoir l'impression qu'on se retire, qu'on n'est pas présent. Ce qui s'est sans doute passé entre la Russie et l'Ukraine aussi, l'idée que l'Occident était fini, que les États-Unis se retiraient d'Afghanistan, qu'on ne réagirait pas. Donc ne pas donner cette impression à la Chine est absolument essentiel. Et coopérer, discuter avec des pays comme le Japon sur ces stratégies dissuasives est très important. En revanche, ma problématique, en tout cas la mienne en tant que Française, mais personnelle, ça n'est pas de savoir si on avait une Chine démocratique, par exemple, qui serait la puissance leader dans le monde entre les États-Unis et la Chine. Alors qu'on a parfois l'impression, effectivement, aux États-Unis, que la question qui compte, c'est maintenir absolument la prééminence des États-Unis comme pôle très dominant. Alors ça se comprend tout à fait aujourd'hui et c'est absolument nécessaire, notamment dans cette partie du monde où la présence américaine joue un rôle dissuasif essentiel face à une puissance chinoise qui peut être très agressive. Mais fondamentalement, la question n'est pas de savoir si on s'oriente vers un piège de Thucydide ou par principe, une puissance émergente devrait forcément entrer en conflit avec une puissance plus ancienne. Donc c'est peut-être une différence que j'ai avec certains analystes qui, eux, voient la rivalité Chine-États-Unis comme étant au cœur des équilibres ou des déséquilibres dans le monde, à la limite, quelle que soit la Chine. J'ajoute que, bon voilà, je crois que je vais arrêter là parce que j'ai peur d'avoir, je ne me rends pas bien compte du temps, mais j'ai peur d'avoir été un peu longue. Mais donc c'est un peu pour ouvrir la discussion. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quels que soient les petits bémols que j'ai mis à la fin, mais pour mieux souligner la nécessité d'échanger et de se comprendre, les sujets de coordination, d'échange et pour mieux se comprendre, donc encore une fois, entre la France et le Japon sont très nombreux, y compris sur les questions véritablement de sécurité et de défense, et l'emporte de très loin dans une région qui est absolument vitale à la fois pour le Japon, mais également pour nous, pour l'ensemble du monde en fait. On a besoin de maintenir absolument la sécurité et la stabilité dans cet espace Indo-Pacifique. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, avant de laisser la parole à Monsieur Kondo pour la modération, je rappelle à toutes les personnes présentes, qu'elles soient dans la salle ou en ligne, qu'il est possible de poser vos questions donc, grâce au QR code que vous avez à l'écran. Et ensuite, nous pourrons passer le micro, mais je laisse d'abord Monsieur Kondo. Merci beaucoup. どうも近藤でございます。中国問題やってる近藤でございます。ニケさん、今日は大変な熱演お疲れ様でございました。まだ終わってないんですけれども、講演お疲れ様でした。私は中国問題やってるものなんですけれども、なぜこの日仏会館にいるのかと、先ほども会場のですね、お客様に一人方に声をかけられましてですね、ちょっと1分だけ説明させていただきたいんですが、私大学でですね、前の東京都知事やってた舛添洋一さんという方のゼミにおりまして、そこは英語とフランス語でですね、国際政治を勉強するというゼミに属しておりました。なので大学時代は国際政治英語フランス語でですね勉強していたという経緯がございます。それから、私が最初に行った外国もですねフランスでして、パリに2ヶ月おりまして、パリほとんど全てのですね美術館や博物館見て回りました。でそこで美味しいなと思ったのは、フランス料理とともに中華料理だったということもあるんですけれども、その後中国に傾倒していってですね中国の今専門としてやっておりますけれども、ニケさんとのですね先生との出会いはですね私の出版のコーディネーターやってる、今日来ていらっしゃる赤羽さんという方がいらっしゃいますけど、彼がですね両方と知り合いで、ちょっとその中国の話をしないかということでですね先週お目にかかりまして、ちょっと雑談のつもりだったんですけど、2時間近くですねこの今ニケさんが述べられたようなですねその EU から見た、もしくはフランスから見たインド太平洋という話をですね2人で議論しましてですね、非常になんていうんですかね意気投合したというか、見解の違いもあったんですけれども、そういうところがございましてですね今日はぜひですねなんていうんですかねこの講演会にですね
ちょっとその異色ではあるんですけれどね、私も参加してみたいなというふうに思ってですね、今日こういう会をですね実現させていただいたということでございます。で今日は私の話す場所ではないのでですね、いくつかちょっとニケ先生に質問してみたいんですけれども、これはですね、ちょっとこの日仏会館でいう話題ではないのかもしれないんですけれども、今やっぱり日本人がですね特にインド太平洋に関心のある日本の方がですね考えていること、思っていることっていうのはですね、例のマクロン大統領の発言ですね。でどういうことかというと、4月のですね5日から7日にですねマクロン大統領が、中国を訪問しました。これは通常の訪問なんですけれども、北京に行ってですね、習近平主席と首脳会談をやり、長いですね共同声明を出して、そこでエアバス160機とかですね、その共同声明見てますとですね、非常に面白いことがいくつか書いてありまして、例えば中国はなかなか世界ワイン協会の仲間入りさせてもらえないと、それをなんとかフランスの力でさせてもらえないかという、それにフランス側が最大限力を注ぐとかですね、そういうことまで共同声明に書いてあるわけです。でその後北京ばかりかですね、習近平主席はマクロン大統領を伴って南の広州に一緒に行ったんですね。で広州というのは北京から2200キロも離れておりまして、南の端香港の近くですねにあるわけで、そこまで連れてですね一緒に手を取り合っていったと。でこれはですね、私習近平政権10年見てますけれども、2回目ですね、外国の首脳を伴ってどこかへ連れて行ったというのはですね、最初はモディ首相ですね、モディ首相が2014年にごめんなさい、2015年ですね、15年5月にですねインドのモディ首相が中国に来た時に西安ですね、古都西安に習近平主席は自らですね案内したということがございましたけど、おそらく2回目なんだろうと思います。ということはやはり習近平主席にとってですねマクロン大統領というのは非常に大切なお客様だったということがそこからも分かるわけですね。でそれで7日の日に広州からフランスに帰るわけですけども、そこの飛行機にフランスの記者の方々をたくさん乗せていて、その一問一答の中でマクロン大統領にある記者が台湾問題どう考えているのかということをですね質問したわけですね。そしたらマクロン大統領は、台湾をめぐってアメリカと中国は今すごくゴタゴタして揉めていると。でヨーロッパは、そのゴタゴタにですね揉め事に関わるべきではないんだというふうに考えているというふうに発言したと、メディアに出たわけですね。でそれでアメリカも日本も大騒ぎになってしまって、台湾有事でフランスは中立を保つのかみたいなですね、G7 の一員じゃなかったのかみたいなことで、アメリカも日本も大騒ぎになったわけです。でそういったこともですねもしかしたら本当はですねそういう誤解を招くような発言だったかもしれないんですけれども、本当の真意が伝わってなかったんじゃないかということも思うわけでございます。やっぱり文化というのはですね真意を伝わるというのは難しいわけですね。これだけニケ先生が今日おっしゃってもですね、なかなかヨーロッパの真意というのは日本人にとってですね難しいわけですね。そういう意味も込めてマクロン大統領の趣旨というのがですねどういうところにあって、フランスはもしくは EU はこの台湾をもしくは中国をどう見ているのかというところをですね簡単にコメントいただけたらと思います。ちょっと質問が長くなってしまってすいません。よろしくお願いします。Non, je vous en prie. Oui, effectivement, c'est un sujet qui a fait polémique au Japon et ailleurs, bien entendu, en Europe aussi. Mais je voudrais répondre en deux parties et en distinguant la partie du voyage du président Macron en Chine et la manière dont il a été reçu par le président chinois, et puis cette interview qui a, à mon avis, dépassé sa pensée. Peut-être qu'il ne faut pas donner d'interview dans un avion au retour d'un long voyage, et surtout les services de communication, à mon avis, doivent un peu mieux vérifier ce qui est publié et ce qu'on laisse publier dans la presse. Xi Jinping et la Chine a un objectif, c'est d'affaiblir le camp occidental. Ça, il faut évidemment en être conscient. Et c'est une stratégie qui n'a rien de nouveau. Mais l'objectif, c'est d'enfoncer des coins
entre les États-Unis, leurs alliés, entre les pays européens, entre les pays asiatiques et les États-Unis, entre les pays européens et les pays asiatiques. L'idée, c'est d'éviter d'avoir un front commun contre la Chine. Et donc la stratégie de la Chine est à la fois d'essayer de séduire les uns, de menacer les autres. Et c'est au cœur de la pensée stratégique chinoise d'utiliser des moyens non militaires, diplomatiques de toutes sortes. La guerre n'a pas de limite, comme disaient des militaires chinois. On utilise toutes les possibilités pour affaiblir les positions de l'adversaire, car c'est comme ça que la Chine voit le reste du monde occidental, et au contraire renforcer les positions chinoises. Et ça va aussi bien dans le domaine économique. On voit très bien, très souvent, la Chine jouant d'un État européen contre l'autre, par exemple, ne souhaitant pas du tout avoir des entretiens au niveau européen et préférant toujours le niveau bilatéral. Donc c'est tout à fait dans la logique de Pékin, effectivement, de recevoir très bien le président Macron, la France ayant, un peu comme au Japon d'ailleurs, cette image ancienne d'ami de la Chine, même si, encore une fois, comme je l'indiquais, les choses ont considérablement évolué depuis les années 1960. Mais le président Macron, bien sûr, il est allé à Canton, il a eu droit à cet honneur qui a été accordé par la Chine à la France. Mais le président Macron est allé en Chine au milieu de toute une agitation diplomatique qui avait vu 2 jours avant, c'était le Premier ministre espagnol, quelques semaines avant, c'était le chancelier allemand. Ensuite, il y a eu la ministre, si je ne me trompe pas, des Affaires étrangères allemande à nouveau. Il y a eu le président Lula. Enfin, donc, il y a toute une agitation diplomatique dont on voit très bien et qu'elle est destinée pour la Chine après le Covid à essayer, d'améliorer sa position diplomatique qui, à mon avis, s'est considérablement dégradée, y compris dans les opinions publiques mondiales. Et donc l'idée, et puis j'oubliais bien entendu la visite du ministre japonais des Affaires étrangères, qui lui aussi discute avec Pékin. Je mentionne d'ailleurs en passant que même si les relations sont très tendues et si au Japon on met beaucoup en avant, avec raison d'ailleurs, la menace chinoise, eh bien le Japon a rétabli des communications directes au niveau des ministres de la Défense avec la Chine. Des délégations des ministères de la Défense japonais et chinois vont reprendre d'ici la fin de l'année. Il y a une sorte de ligne d'urgence qui a été réouverte au mois de mai. Donc, bien sûr, le président Macron a pu avoir des déclarations qui, pour moi aussi, ne sont pas très compréhensibles. Mais il n'est pas le seul à discuter avec les Chinois et à vouloir discuter avec les Chinois. Encore une fois, Blinken est en Chine, le dirigeant de la CIA était en Chine il y a quelques semaines. Donc même si on met en avant beaucoup les tensions entre les États-Unis et la Chine, les échanges, le dialogue se poursuit. Et en fait, il y a eu la déclaration effectivement dans l'avion du président Macron qui, à mon avis, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est encore une fois cette idée qu'on ne peut pas être entraîné. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup, finalement, de pays dans la région, y compris d'ailleurs au Japon, pensent la même chose sans forcément le dire tout haut, ne souhaitent pas être entraînés malgré eux dans cette spirale d'un conflit autoréalisateur entre la Chine et les États-Unis. Alors après, dire que Taïwan ne nous concerne pas, c'est évidemment une erreur. J'ai rappelé en quoi un conflit dans le détroit de Taïwan aurait des conséquences telles pour le monde entier que même si on n'a pas envie de s'y intéresser, de toute façon, on serait plongé dedans. Donc ça, c'est un point absolument essentiel. J'ai rappelé aussi comment, quand on regarde les faits, la France, y compris en termes militaires, est extrêmement présente dans la région, contrairement à d'autres pays qui mettent souvent en avant leur proximité avec Washington ou avec le Japon ou avec d'autres, mais qui finalement n'en font pas beaucoup plus. Donc, il faut regarder, comme diraient les Chinois d'ailleurs souvent, il faut regarder les faits. Et la France est très impliquée dans la région sur des valeurs qui sont également celles défendues par le Japon. Et enfin, à peine cette interview publiée en France,
le président Macron a saisi l'occasion, je crois que c'était aux Pays-Bas, il me semble, je ne me souviens plus très bien, pour réaffirmer la politique de la France, notamment en faveur de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan, et en rappelant d'ailleurs qu'au même moment, un bâtiment de la Marine nationale était présent à Tokyo. Donc on voit qu'il y a une volonté de rééquilibrer dans un sens qui est plus celui de la position officielle de la France plutôt que ce qui avait été publié dans ces journaux, dans cette interview, dans le voyage du retour. Et j'ajoute que le président Macron, après la Chine, a fait un arrêt qui m'a semblé extrêmement important, stratégiquement important, et là aussi le Japon s'y intéresse, c'est en Mongolie. Très peu de gens s'intéressent à la Mongolie, or la Mongolie a des attentes à l'égard des partenaires autres que la Chine et la Russie. Ça fait des années que la Mongolie essaye de développer des liens, alors avec l'Allemagne, les États-Unis qui sont présents. Le fait que la France, que Macron s'arrête en Mongolie, je pense que c'est au moins aussi significatif que les interviews qu'il a pu donner dans l'avion à son retour. どうもありがとうございました。なんかすごく分かりやすく説明していただきましてありがとうございました。マクロン大統領について言うとですね、先月広島でサミットがございましたね。G7 サミットですね。時私もサミットの前に広島行ってきたんですけど、平和記念公園ですね。であそこでG7 の首脳たちプラスEU のフォンデアライエンさんとかですね、方々が一斉にみんなでですねお祈りっていうのかな、礼をやったわけですね。でその時終わった後にこのマクロン大統領がパッと岸田首相のところに寄ってってですね、ポンポンポンと背中を叩いたんですね。非常にあなたの気持ちはもうみんな分かったからということでですね、ポンポンポンって背中を叩いて、光景がですねものすごく感動的だったですね。メディアはゼレンスキー大統領が来たということばっかりですね大きく報じてましたけれども、こうやってサミットを3日間追いかけてた私なんかからするとですね、光景はもう本当に忘れられない光景だったと思います。ですからアジアのことをですね決してなおざりにしてるっていうんじゃないというふうに私も考えております。で、またさらにですね2つ目の質問なんですけれども、でまたさらにそこのアジアと EU という話なんですけれども、NATO をですね東京事務所を作るという話ですね。この話はですね実はその背景がありまして、昨年2月24日にですね周知のようにロシアがウクライナ侵攻しました。それでその後6月にですねNATO の首脳会議がマドリードスペインで行われたわけですね。でそこにですねいろんな意向が絡んでですね日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランドの首相もしくは大統領ですねが初めて招かれるということでこの首脳会議に参加したわけです。日本からは岸田総理が行きましたけれども、でその時にですねやっぱり中国について強く非難する声明の中の一つにですねそこは入ってるんですね。でこれに中国がものすごく強く反発しまして、そこから中国のですねウクライナ戦争に対する見方が変わったんですね。最初ロシアが侵攻した時はですねあれはヨーロッパの向こう側のことだというふうに中国は考えてたわけですけれども、NATO のですね首脳会議以降はですねもしかしたらこの NATO がアジアにもやってくるんじゃないかというですねこれにものすごく中国が敏感になりだしたわけです。で岸田政権岸田首相はやっぱり呼びたいわけですね。でそれで今年に入って1月30日に NATO のストラデンベルクというですねNATO の事務局長トップですね事務総長を実際東京に呼んでるんですね。で日本と NATO の共同宣言というのまでですね出してるんですね。でそこでもやっぱり中国を非難してるんです。これはあんまり日本で報道されずにですね日本ではNATO のトップが来たのはウクライナ戦争に関して日本にもっと支援を要請したんだということを書いてたんですけど、私はいつも中国メディア見てるもんですからこの3日間いたんですけどねこの NATO の事務総長が。でこの3日間をですねもう詳細に中国メディアも追っかけをやってるわけですね。で最後慶応大学の講演会まで入っていって何喋ったか全部書いてある中国メディアにですねそれぐらい敏感になってたわけです。でそういう背景がありですね、今年の5月4日先月ですね5月4日ゴールデンウィークの最中に、日本経済新聞がスクープを打つわけです。
日経新聞というのは1年に1回ぐらいスクープ打つんですけど、スクープを打って、それがですね、今度NATO のアジア初めての事務所を東京に置くと。でその準備を実は裏で進めてるんだということをですね、日経新聞が記事にしたんですね。でこれでまた中国大騒ぎになってですね、それで本気で NATO がアジアにやってくると。でそこからまた中国メディアも連日ですね、NATO をアジアに入れてはいけないと。アジアはですね、ウクライナと違って平和であると。で平和なのに NATO が来ることによってですね、アジアも戦争の地域になってしまうと言って、絶対にこれは許せないというキャンペーンがバーッと始まるわけですね。でそれぐらい今この問題というのはすごくこの地域で敏感な問題になっているわけです。で来月ですね、7月11日12日にですね、またリトアニアでですね、1年に1回の NATO の首脳会議が開かれるわけです。でそこに、岸田総理も行きますし、韓国のユン・ソンニョル大統領も行く、オーストラリアもニュージーランドも行くということでですね、でここでその東京事務所がですね、本決まりになるんじゃないかと、アジア初の NATO 事務所がですね、という噂も出てるわけです。噂も出てるわけ。いろいろ今下で交渉してるんだと思うんですけど、でそういう中でまたマクロン大統領が発言をしたわけです。NATO というのは北大西洋条約機構であってですね、でこの機関を東京に持ってくるのは私は反対だと言ってですね、マクロン大統領が発言して、それでまた日本やアメリカで大きな議論になっているわけなんですね。でアジアに NATO がやってくるということ、もしくはマクロン大統領の発言に関してですね、なんていうんですかね、このフランスの真意というか、もしくはヨーロッパの真意でもいいんですけど、どういう今感情というんですかね、気持ちでいるんでしょうかね。La vision du président Macron est assez claire, il l'a exprimé plusieurs fois, c'est que l'OTAN, c'est le traité de l'Atlantique Nord. Donc déjà, en termes de zone géographique, si je veux répondre simplement, l'Asie, c'est loin. Et surtout, comme vous l'avez évidemment tous remarqué, l'Europe aujourd'hui, donc l'Atlantique Nord, les pays européens, d'abord il y a un élargissement de l'OTAN qui est en train de se produire et on est confronté à une menace très directe, alors vraiment immédiate, là, qui n'est pas future, qui n'est pas une menace de rivalité entre une puissance chinoise émergente et une puissance américaine en déclin, ou des menaces de pression autour des Senkaku, dans le détroit de Taïwan. Il y a la guerre en Europe en ce moment. Il y a la guerre en Europe et il y a toute une série de questions extrêmement importantes sur comment l'Europe peut améliorer sa défense, sur quoi s'appuyer, comment définir ses intérêts, qui intervient, combien de temps, qu'est-ce que ça signifie un pilier européen au sein de l'OTAN. Donc il y a toutes ces questions-là qui sont très très difficiles à résoudre. La gestion de la Turquie, si on veut être un peu moins diplomatique. Il y a toutes ces questions qui sont très difficiles à résoudre et je pense que dans l'idée du président Macron, c'est peut-être pas la peine de le rajouter en ouvrant spécifiquement un bureau de l'OTAN à Tokyo. Parce qu'en réalité, si on met en avant la nécessité d'améliorer la communication, comme d'ailleurs ça s'est fait très bien avec la participation du Premier ministre japonais, et puis à nouveau lors du prochain sommet de l'OTAN, les échanges entre l'OTAN, d'une manière très concrète, entre l'OTAN et la coopération entre l'OTAN et le Japon, ça n'a rien de nouveau et ça se fait d'une manière très régulière sur toute une série de sujets, notamment la cybersécurité, sécurité économique, etc. Donc, c'est des éléments qui font partie d'un dialogue. Je crois que le Japon fait partie des partenaires. Alors, j'ai oublié les termes exacts, je ne suis pas très douée en acronyme, mais enfin, l'OTAN a toute une série de partenariats avec plusieurs pays qui ne sont pas membres de l'OTAN, mais avec lesquels il y a des dialogues continus. Et c'est vrai que l'OTAN a mentionné dans ses derniers documents le fait que la Chine constitue une préoccupation et puis surtout, plus encore, les rapprochements entre la Chine et la Russie qui sont très importants, notamment dans le cadre de la guerre en Ukraine. Donc il y a toute une série de communications qui existent déjà entre le Japon et l'OTAN. On parle aujourd'hui de mettre en place de ce qu'on appelle les partenariats individuellement
tailored, comment on dit, coupé à la taille, enfin bien adapté plus exactement pour beaucoup de pays de la région, que ce soit le Japon, je crois la Corée du Sud, l'Australie éventuellement. Donc il y a cette réflexion sur quel type de partenariat on peut avoir avec les pays de la région, dont le Japon. Je crois que l'idée de la France, c'est d'abord de voir un peu ce que ça donnera concrètement, avant de prendre cette décision hautement symbolique. Et je comprends tout à fait que pour le Japon et pour le Premier ministre Kishida, que le Japon soit le lieu où il y ait le premier bureau de l'OTAN en Asie, ça fait sens. Tout à fait, ça ancre d'abord l'intérêt stratégique des Européens, de l'OTAN, autour des préoccupations qui sont celles du Japon aujourd'hui. Donc c'est une preuve d'engagement face à la Chine. Ça fait sens. J'ajoute qu'on a déjà aussi des moyens de communication directs entre l'OTAN et le Japon, puisque au sein de l'ambassade du Danemark, ici, je crois qu'il y a 4 diplomates ou fonctionnaires, je ne sais pas très bien quel est leur statut, qui sont chargés du dialogue entre l'OTAN et le Japon. Donc, quelque chose existe déjà. Et il est certain que cette décision ne se prend pas à la légère, et notamment dans le type de signaux qu'on veut donner dans la région, en particulier face à la Chine. La Chine, encore une fois, dont je répète qu'il est absolument essentiel qu'elle soit bien persuadée qu'elle n'a pas les mains libres pour imposer ses normes, ses valeurs, ses pressions au niveau régional et ailleurs. Et là-dessus, on est absolument tout le monde d'accord. Mais là, on est dans une phase manifestement de dialogue, encore une fois, les États-Unis aussi. Quelle serait la réaction chinoise si on décide d'ouvrir un bureau de l'OTAN à Tokyo, qui, encore une fois, n'aurait une portée qu'essentiellement symbolique? Et puis après, il y a un autre point plus délicat, c'est que l'OTAN est une alliance militaire avec des engagements militaires, l'article 5. Alors, il ne s'agit pas de dire que le Japon va entrer dans l'OTAN, mais enfin, il y a une dimension militaire très forte d'engagement dont je ne suis pas certain que tout le monde au Japon aujourd'hui soit prêt à répondre à ce type de responsabilité qui est encore très contrainte pour des raisons constitutionnelles et autres, on le sait, à Tokyo. Donc je pense qu'il y a toutes ces dimensions-là qui doivent être prises en compte. En tout cas, c'est en discussion. La décision n'est pas prise. La France a exprimé son point de vue. Elle a un droit de veto. Mais je pense que les entretiens se poursuivent et qu'on verra quelle décision sera prise lors du sommet de Vilnius.どうもありがとうございます。その NATO の問題は簡単に言うと昨日も実はですね岸田政権の岸田総理の側近の人と話聞いてきたんですけれども、日本からするとですねやっぱりもう日本一カ国では中国の脅威に対抗できないと。で一応日米同盟というのがあるんですけれども、もうちょっと保険をかけたいっていう、もうみんなで中国に対抗していきたいという気持ちがやっぱり岸田内閣の間で強いということなんですね。それにはやっぱり NATO を引っ張ってきて、なるべくみんなで中国に対抗していった方が中国の脅威がやってこないというふうに考えているということなんですね。ところが中国からするとその NATO がやってこない時には戦争なんか起こってないのに NATO がやってくることによってですね戦争どんどんヒートアップして戦争になっていくんだと。これはロシアとウクライナの理論と非常に似ているところがあるんですけれども、そういうふうに考えてこの考え方が全く違っているということですね。見方がその観点が違っているということですね。ですのでやっぱり NATO の問題というのはですねこれからやっぱり注視していく必要が二階先生もおっしゃいましたけれどもあると思います。で私ばっかりですね聞いててもあれですので会場の皆様からの質問を受けたいと思うんですけれども、二階先生にですねせっかく大事な方がいらっしゃってますので何か質問ぜひお願いいたします。何かございませんか。どうぞどうぞ。 Oui, bonsoir. Bernard Sourox d'Enance Japan. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Et nous avons eu la chance au Japon d'avoir 2 conférences en une semaine sur l'Indo-Pacifique, un point de vue français, un point de vue américain à la maison franco-japonaise. En parlant d'Indo-Pacifique et en parlant de la France, on a un outil politico-militaire fantastique qui est le porte-avions Charles de Gaulle, avec toute son escorte.
malheureusement, sur les dernières années, il vient bien en Indo, mais il est frileux pour venir en Pacifique. Est-ce que vous auriez une analyse ou une compréhension du pourquoi le porte-avions Charles de Gaulle ne peut pas venir au Japon alors que nos amis anglais ont envoyé des flottilles d'assez haut niveau? Est-ce que c'est lié au fait que l'escorte est européenne et non pas française? Ou est-ce qu'il y a une signification plus complexe? Merci. Alors, malheureusement, je ne pourrais pas vous donner de réponse très précise sur le sujet. Et je ne sais pas si le fait que Alors, c'est vrai que symboliquement, envoyer un porte-avions, ça fait de l'effet. On le voit, nos amis britanniques en ont largement profité. On me parle beaucoup du porte-avions britannique donc qui est venu au Japon. Apparemment, il ne va pas revenir de sitôt, mais enfin, ça a été dans l'accompagnement de la stratégie Global Britain post-Brexit, c'est essentiel pour la Grande-Bretagne d'être ancrée en Asie. Il reste plus grand-chose, et le Japon est un partenaire très très important pour Londres. Pour la France, je ne sais pas ce qui empêcherait la venue de l'ensemble. Je sais que on n'a pas encore signé donc ce fameux. Alors, je ne suis pas du tout certaine que ça soit lié, hein, mais c'est vrai que depuis 2020, la France attend de pouvoir signer avec le Japon, comme le Japon l'a fait avec l'Australie d'abord, et puis avec les Britanniques entre fin 2022, début 2023, ce fameux accord RAA qui facilite les opérations logistiques entre les deux pays. Est-ce que ça joue un rôle? C'est une question qu'on peut se poser, je ne sais pas. Et puis après, il y a aussi où on est notre porte-avions. Ça, je ne pourrais pas répondre. Vous avez sans doute plus de réponses que moi. Voilà, il y a des missions prioritaires. Il y a des périodes où on ne peut pas vraiment s'en servir. Donc, enfin, tout ça fait que... Mais ceci dit, il n'y a peut-être pas de porte-avions, mais encore une fois, la présence française dans la région, y compris, est quand même très importante. Et encore une fois, on n'hésite jamais à affirmer cette présence et le droit de la mer, que ce soit en mer de Chine méridionale et dans le détroit de Taïwan, au prix d'ailleurs de protestations et d'interpellations systématiques de la part des Chinois quand on traverse le détroit. Donc on prend, entre guillemets, des risques dans la région pour affirmer ces principes. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur. ありがとうございます。すみません、日本語で質問させていただきます。2つありまして、1つは、先ほどからフランスはアジア太平洋の、インド太平洋の国でもあるということでありましたけれども、フランスの領土は南側に集中しておりまして、やはり中国台湾海峡などの日本の問題のあるこの北側のところにフランスがどこまで入ってくるのかということは、やっぱり日本としては非常にアメリカイギリスと比べると利害が薄いと思わざるを得ない中で、中国の方が経済的にはやはり結びつきが強いというところで、じゃあ日本とフランスは一体どこで結びつきを一番強めるとフランスとしては考えているのかというのがお伺いしたい1点で、2つ目は日本としては太平洋自体はやはりアメリカとの同盟が非常に大きいですけれども、もう一つ日本としては中東からインドネシアを通って日本という交易ルートを確保するということが非常に大きいと思っておりまして、アメリカが今中東での関与を減らしているという中で、フランスがインド洋において何か役割を果たすところがあり得るのかどうかという2点をお伺いしたいです。ありがとうございます。J'ai essayé d'y répondre dans ma présentation. La France a considérablement renforcé son intérêt pour la région. Ce qui est certain, c'est qu'avant avant les années 2000, et pour des raisons d'ailleurs qui se comprennent, quand on parlait de l'OTAN et de la guerre en Europe aujourd'hui, il ne faut pas oublier que l'Europe est confrontée à toute une série, et notamment la France, qui est quand même la première puissance militaire en Europe, surtout depuis que les Britanniques sont partis, est confrontée à toute une série de défis et de menaces qui sont très importantes.
les risques de déstabilisation en Afrique, les conséquences en matière d'immigration, le terrorisme qui n'a pas disparu. Aujourd'hui encore, on parle à nouveau des Balkans. Enfin, il y a toute une série quand même d'enjeux. Le Moyen-Orient, bien entendu. Il y a toute une série d'enjeux qui, historiquement, ont focalisé les priorités françaises, mais progressivement, on a vu émerger une réflexion sur le fait que l'Indo-Pacifique était essentiel. Et le président français a également insisté lourdement, c'est pas le terme, fortement sur le fait... Mais c'est aussi une manière de réaffirmer les choses qui semblent évidentes, c'est qu'en raison de ces territoires, à la fois dans le Pacifique et dans l'océan Indien, la France a un ancrage et doit se réinvestir véritablement dans cette zone, y compris auprès de ces territoires. On parle beaucoup en France aujourd'hui de ce qui se passe à Mayotte. Là aussi, il y a des enjeux de sécurité qui sont très importants. Et donc, il y a toutes ces priorités qui existent et qui doivent être prises en compte, en plus de ce que je mentionnais au début, c'est-à-dire tout ce fond de risques plus traditionnels qui sont présents dans l'ensemble indo-pacifique, et puis l'émergence d'une puissance qui n'est pas une puissance du statu quo, comme la Chine, à qui il faut encore une fois bien démontrer que la moindre prise de risque serait extrêmement coûteuse, et que donc elle doit réfléchir avant de se lancer dans une éventuelle aventure militaire. C'est aussi ce rôle-là que la France développe, tente de mettre en œuvre, y compris en coopération avec le Japon, avec, je mentionnais, tous ces exercices en commun, ces dialogues très importants, y compris sur les questions de sécurité. On a encore le temps pour une ou deux questions. Merci. Bonsoir, merci beaucoup, Étienne Barral. On parle aussi beaucoup dans la région de l'éventualité de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie de la France. Or, c'est vrai que si la Nouvelle-Calédonie devenait indépendante, du coup, la France perdrait un gros morceau de sa présence symbolique, au moins, dans l'Indo-Pacifique. Qu'adviendrait-il, selon vous, de la Nouvelle-Calédonie si effectivement elle devenait indépendante de la France, notamment vis-à-vis de la Chine? Alors, en effet, il y a un élément qu'on oublie souvent, c'est que le voisin, si je ne me trompe pas, vous me corrigerez, il me semble que nous sommes les voisins les plus proches de l'Australie en raison de la Nouvelle-Calédonie. Donc beaucoup de gens oublient, enfin la France c'est très loin, mais en fait non, c'est pas très loin, c'est vraiment dans la région. Et effectivement, alors le résultat, je suis pas du tout spécialiste de la politique intérieure entre la Nouvelle-Calédonie, la France mais il me semble que le résultat des élections, il y a de la marge pour la discussion. Et je crois que, y compris ceux qui sont favorables à plus d'autonomie ou même d'indépendance, sont conscients des risques que représenterait une coupure totale avec la France, notamment sur les questions de défense, de sécurité pour ces pays. Ce qui est certain, c'est que la Chine a comme autre stratégie évidente, c'est celle qu'elle destine à ce qu'on appelle les pays du Sud ou le Global South maintenant, encore que ça ne veuille pas dire grand-chose parce qu'ils ont des positions très différentes. Mais enfin, la Chine a comme stratégie, en raison des facilités que lui offre son système politique sans aucun contrôle, et je pense notamment à tout ce qui est règles de droit, corruption, etc., des facilités d'action que, si on est cynique, je dirais, nous n'avons plus. On connaît la remise en cause de la France-Afrique, on connaît tous ces questionnements qu'on se pose sur les relations qu'on peut entretenir avec soit des territoires d'outre-mer, soit d'anciennes colonies. Et on a plutôt tendance aujourd'hui à mettre l'accent sur le respect des normes, ce qui n'est absolument pas le cas de Pékin. On voit ce que donne le piège de la dette dans lequel se trouvent engagés de nombreux États, notamment en Afrique, et qui d'ailleurs prennent progressivement conscience du danger d'un rapprochement trop étroit avec la Chine. Mais ce qui est sûr, c'est que la Chine, partout où des indépendances semblent émerger, ou des statuts d'autonomie émergent,
la Chine est très présente pour tenter de séduire les autorités locales, de proposer des accords, et avec un intérêt qui peut être soit strictement économique, mais très souvent aussi économico-stratégique. On l'a vu au Groenland, par exemple, où la Chine a essayé vraiment de faire beaucoup d'entrisme. On le voit également en Polynésie française, dans beaucoup de secteurs. En Calédonie, en Nouvelle-Calédonie, il est certain que la Chine s'intéresse de très près. Et c'est une stratégie qu'elle met en œuvre avec tous les petits États du Pacifique, par exemple, pour essayer de les séduire, à la fois de les détacher de puissances extérieures au nom d'une sorte de communauté d'intérêt contre l'Occident ou contre les puissances qui sont là. Évidemment, ça aurait des conséquences, à commencer pour ces pays d'ailleurs, en termes de développement qui ne seraient pas forcément les plus positives.すいません、忙しいところにフランスの方の考え方っていうのをちょっとお伺いしたいことがありまして、日本は核武装すべきだと思います。私はそう思っています。台湾にも核を配備すべき、沖縄にも核を配備すべき、それが一番コストのかからない一番最善の策ではないかと思うんです。フランスは日本がフランスないしはフランス人の方々は日本が核武装するということに関してどのようにお考えになるのかなと。アメリカに対してはですね、私は2発落としていいと思ってるんで、落とされたんで。でもフランスに対しては別に核落とす必要がないと思うんで、そんなに危険に思うことはないと思うんですよね。ですからぜひ日本が核武装すべきだと私は早急にすべきだと思うので、その点についてどのようにお考えなのかちょっとお伺いしたい。La question de la dissuasion nucléaire est intéressante et d'ailleurs, elle fait l'objet de débats aujourd'hui en Europe. Vous savez qu'on parle beaucoup de ces fameux projets de boucliers antimissiles proposés par l'Allemagne avec des achats massifs auprès des États-Unis, ce qui inquiète un peu la France, qui aimerait que l'Europe se tourne un peu plus vers ses propres capacités. Et la question de la dissuasion nucléaire est quelque chose qui est essentiel pour la France et qui est constitutif de son autonomie, contrairement à d'autres. Avant de savoir ce que penserait la France de la nucléarisation du Japon, d'abord il y a la question de la prolifération. Évidemment, ça irait tout à fait à l'encontre des positions françaises en la matière. Mais surtout, tout le monde sait que même si sur un plan théorique, pourquoi pas réfléchir à une dissuasion, à une capacité dissuasive pour le Japon, mais ça signifierait la fin de l'alliance avec les États-Unis. Ceci dit, le Japon, qui est très en pointe sur la dénucléarisation, ne veut surtout pas remettre en question le parapluie nucléaire que lui apportent les États-Unis. Donc là, il y a effectivement une petite contradiction. Mais c'est impossible. Tout le monde sait que jamais ça ne se fera au Japon, en tout cas pas dans un avenir prévisible. L'opinion publique n'y est pas prête. La structure politique, la structure de contrôle et de commandement n'existe pas. Donc le Japon ne peut pas se doter aujourd'hui d'une arme nucléaire. Il en aurait techniquement la possibilité. C'est une vieille arme, la bombe atomique. Ça n'a rien de regarder la Corée du Nord. Donc le Japon en aurait évidemment les capacités techniques. Je pense qu'il n'est pas du tout dans cette optique-là aujourd'hui, tout simplement parce que ça remettrait en cause beaucoup trop profondément le mode de fonctionnement à la fois de la vie politique, de la société japonaise, et je ne pense pas que le pouvoir au Japon aujourd'hui soit prêt à franchir ce pas-là. Et même si certains... il y a une réflexion qui est menée, je ne nie pas du tout, il y a des gens qui y réfléchissent, mais même si certains y pensent, traduire ça dans les faits me semble très difficile à imaginer. Merci beaucoup, Valérie Niquet, pour cette conférence. Monsieur Kondo, merci énormément aussi pour votre modération. Il est maintenant 8 heures, donc notre conférence va s'arrêter. Je vous remercie pour votre intérêt, je vous remercie pour vos questions et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup.